est-ce que le vigneron avec le béret qu'on voit sur LinkedIn, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est un personnage que tu as construit ? Alors oui, ça commence mal parce que le béret, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. J'ai voulu me faire gentleman. J'aime bien avoir les deux casquettes, les deux images. Alors gentleman, je trouve que c'est quand même plus adéquat pour représenter les vins que je vends, que je produis quand même. C'est des grands crus Bourgogne et qui sont vendus à un certain prix. Et ça me semble être important aussi de montrer la sensibilité que je peux avoir dans l'habit. Et le béret, c'est quand même hyper pratique quand je vais dans mes vignes ou quand je vais voir mes vaches. J'ai pris le béret de chasseur alpin qui est en grosse toile de laine et l'hiver ou même l'automne ou le printemps, quand il pleut, quand il y a du vent, ça permet de garder tes sinus bien au chaud et c'est meilleur pour la sinusite. Puis c'est esthétiquement plus sympa aussi qu'un bonnet quelconque. Ok, donc en fait, la personne qu'on voit sur les réseaux sociaux, peu ou prou, c'est la même personne que tu es dans la vraie vie. Complètement, oui. Je ne suis pas bipolaire ou que sais-je. Non. Ma femme m'appelle Armand. Enfin, c'est bien moi. Bonne nouvelle. Je te pose cette question parce qu'il y a souvent une grosse différence entre l'image qu'on projette de soi en ligne et la personne réelle. Comment toi tu gères cette image, même si tu me dis que tu es à peu près la même personne? Est-ce que c'est un peu difficile? Non, pas du tout, justement, parce que tout ce qui est communiqué, c'est vraiment ma personnalité. Alors, c'était une question, savoir est-ce que ça allait être différent ou pas, mais moi je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire autre chose que je ressens ou dire des choses qui ne sont pas dans mes valeurs. Donc vraiment, tout ce qui ressort, c'est... alors des fois je suis obligé d'assagir un peu les propos, mais ça reste ma philosophie et ma pensée. Et puis vraiment, tu parlais de l'habillement, mais tu vois, j'aime bien choisir les matières en cohérence avec la provenance du tissu, tu vois, de la laine de mouton. Enfin, tu vois, c'est tout des choses que je ressens et qui me permettent de me sentir bien. J'avais pas prévu de te poser cette question, mais tu vois, tu m'y fais penser. Aujourd'hui, est-ce que en étant pleinement toi et donc en montrant ta personnalité, tu n'as pas peut-être l'impression de trop te dévoiler? Je choisis peut-être de ne pas tout dévoiler aussi, mais sur les sujets professionnels, non. Écoute, quand il s'agit de dire que je plante de l'herbe dans mes rangs de vignes, j'ai pas l'impression de me dévoiler. Non, mais c'est plus tout ton système de valeurs, tu sais, ce en quoi tu crois, ce pour... Non, la famille, écoute, ça me semble important d'en parler, justement. Peut-être qu'aujourd'hui, où la communication va sur des choses qui sont peut-être pas assez personnelles. Non, écoute, moi je suis fier de dire que je travaille, que je suis fier d'emmener ma fille faire un tour de vigne avec moi. Au contraire, c'est des valeurs qui pour moi, vont peut-être reconnecter un peu mon auditoire à la terre. C'est exactement ce que je veux transmettre. Et finalement, pourquoi avoir choisi LinkedIn pour développer ta communication et partager ta vision du vin alors qu'il existe pléthore de plateformes et de réseaux sociaux? Alors LinkedIn, c'est une assez longue histoire quand même. C'est un réseau. On a dû commencer le travail il y a 3 ans et j'y croyais pas de trop en fait. Et c'est mon collègue Fabrice, avec qui on travaille ensemble depuis 5 ans, donc on se connaît maintenant bien, qui a été démarché par une agence de com dijonnaise. Et ils nous ont dit, écoute, on est très fort sur LinkedIn notamment. Je fais, ok, bon, pourquoi pas. Et en fait, ça a très vite assez bien marché, avec des résultats concrets sur les suivis et les personnes qui te suivent. Donc des cadres, des responsables d'établissement, des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration. C'est exclusivement français. Bien c'est sûr. Peut-être ça un peu la limite, mais ça nous permet vraiment d'avoir une assise solide, professionnelle, sérieuse et sur les valeurs en France. Ok, donc il y a 3 ans, vous avez commencé à communiquer sur LinkedIn, alors que à l'époque, pour avoir été sur LinkedIn il y a 3 ans, il n'y avait pas quand même foule qui se battait, qui se poussait au portillon pour parler de vin sur LinkedIn notamment. Autre question, et je ne sais pas si tu es OK de partager ça avec nous, mais est-ce que tu as une idée de l'investissement
en monnaie sonnante et trébuchante que vous avez dû faire dans un premier temps? Quelle a été la mise de départ pour enclencher la mission LinkedIn, afin que vraiment les auditeurs aient une idée peu ou prou du budget? C'est pas facile. Ma comptable est en vacances cette semaine, donc j'ai pas pu lui demander les infos exactes. Ça représente un 5e, je dirais, du temps de Fabrice, peut-être un peu moins. J'ai pas forcément envie de communiquer sur son salaire ça devant tout le monde. Mais voilà, pour donner une idée, c'est un cadre forfait jour qui fait un super travail. Et ça, LinkedIn doit lui prendre, allez, 15-20% grand max de son temps. Ensuite, il y a une agence. Ouais. L'agence, le budget qu'on lui attribue, c'est pareil, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Et toute l'agence ne travaille pas que sur LinkedIn. Il y a aussi autre chose, mais je pense qu'on peut rajouter quelques milliers d'euros pour cet accompagnement-là. Donc, il y a la partie rédactionnelle, mais il y a le ciblage, exactement, l'analyse. Quand on fait des campagnes de prospection, il y a tout ce travail-là aussi. Donc, oui, c'est plusieurs milliers d'euros mis bout à bout quand même sur l'année. Je pense que rien que LinkedIn, on peut parler de une petite dizaine de milliers d'euros. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, moi aujourd'hui, comme tu le sais, je suis ghostwriter, donc j'écris aussi des posts LinkedIn pour des acteurs du vin, des spiritueux et du sans-alcool, et mon forfait mensuel, il est à 1 000 euros. Donc tu multiplies ça par 12 mois, ça fait 12 000 euros, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je te demandais ça, afin que vraiment les auditeurs se rendent compte que, effectivement, donc LinkedIn, c'est un vrai poste de dépenses, qui est pas négligeable, et que aujourd'hui, pour avoir des résultats à la hauteur des attentes, on ne peut pas uniquement se baser sur l'IA. Et justement, j'en profite pour te poser une question par rapport à l'IA. Est-ce que tu t'es déjà aventuré à essayer de créer des contenus avec l'IA, ou à débriefer avec elle pour qu'elle puisse te proposer, par exemple, des points de vue un peu plus, un peu plus clivants, mais est-ce possible? Moi, j'avais fait un article où je lâche tout, je plaque tout, où j'investis dans l'agriculture intelligente. Voilà, j'avais fait un jeu de mots parce que ces algorithmes rédactionnels, honnêtement, ça me dégoûte, tu vois, rien que de t'entendre parler de ça, j'ai des aigreurs d'estomac. Qu'est-ce qui te dégoûte dans cette idée? En fait, c'est l'innocence de l'humanité, s'imaginant qu'un robot peut sortir une idée. Ouais. C'est faux, c'est déjà le mécanisme. En plus, tu vois, j'avais rencontré, il y a bien longtemps de ça, j'avais vendu au monsieur du 2014, donc on devait être en 2015 ou 2016. Il travaillait dans la tech, et puis je connais des personnes aussi qui travaillent dans la tech. La technologie, elle évolue vraiment très peu. Ça reste des chiffres, des suites de nombres qu'on enregistre dans des grosses bases de données et qu'on essaye d'interpréter. Mais la technologie en elle-même évolue très peu. Alors on stocke, on essaye d'interpréter, de reformuler, mais c'est de l'expérience client, c'est pas une évolution technologique pour moi. Et le terme intelligence artificielle cartonne, clairement, tout le monde se l'est approprié, mais j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est déjà énergivore. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Le domaine n'a pas envie d'utiliser cet outil-là parce que j'ai clairement pas envie de cautionner ce désastre écologique supplémentaire, quoi. Et c'est un très très bon point. Et justement, peut-être qu'on va parler un tout petit peu plus d'IA, puisque aujourd'hui, je suis tombée, c'était la semaine dernière, sur un post de Marie Guémard, qui est quelqu'un qui est coach éditorial, et qui disait que l'IA est en train de gangréner la manière dont on pense. C'est-à-dire que c'est en train d'avoir un impact sur notre réflexion. On n'arrive plus à penser par nous-mêmes. C'est une maladie, je pense, qu'on a depuis un petit moment. Absolument. Ça n'arrange rien. Exactement. Là, ça n'arrange vraiment rien. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que je donne des cours de marketing et de communication dans une école de commerce qui est vraiment dédiée au vin, aux spiritueux. Et j'ai des élèves, des étudiants qui aiment beaucoup utiliser l'IA pour tout ce que je leur demande en communication et en marketing. Alors, des petits malins jusqu'à un certain niveau, vois-tu. Oui, parce que, exactement. Parce que déjà, le mot crucial qui apparaît toutes les 2 phrases, mon œil, je sais très bien que c'est pas eux qui l'ont écrit, mais c'est surtout qu'on oublie qu'on s'adresse à des humains, à des gens. Et tu as utilisé un mot sur lequel j'aimerais rebondir, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincue qu'on puisse déléguer une expérience client à un algorithme. Sur le qualitatif, je pense pas. Nous, c'est ce qu'on essaye de vendre, en tout cas au domaine des événements, du contact humain. Ça a souvent beaucoup de succès. Donc c'est ce qui me permet de voir une lueur d'espoir par rapport à ce raz-de-marée technologique. Pour répondre à ta question quand même, une fois, on était
Enfin voilà, je faisais des gros horaires sur mon tracteur et j'avais pas les idées très créatives à ce moment-là. Je consultais pas beaucoup l'actualité. Je ne me souviens même plus du sujet sur lequel on devait s'exprimer. Et on a demandé à je sais plus quel ChatGPT, je crois, mais c'est Fabrice qui a eu l'outrecuidance d'enfreindre les principes, les bonnes valeurs du domaine. Et il m'envoie ça. Et je crois que j'ai pas vu j'ai pas percuté. Ah, t'as pas vu la supercherie ? Je crois pas. C'est lui qui m'a dit, c'est l'IA qui nous l'a, c'est rédigé par l'IA. Et il y avait des arguments. Ouais. C'était. Il était bien sourcé. Non, on a dû tout reprendre. Il y a eu, je dirais quand même, j'ai repassé 25 minutes dessus, je pense. Mais ça m'a aidé, ça m'a fait quelques déclics. Et puis il y a l'ego aussi qui s'est un peu mis là-dessus parce que j'avais pas envie qu'une machine fasse un contenu à ma place, quoi. Enfin, clairement. Mais tu vois, ça peut aider. Alors, est-ce que l'impact environnemental justifie l'utilisation d'une petite aide comme ça ? Je sais pas, c'est un grand débat. Enfin non, tout ce qui détruit la planète, moi en tout cas, je ne peux pas. J'ai horreur de ce qui défend la planète. Ce qui détruit la planète et vraiment déforme la pensée, n'aide pas à réfléchir objectivement. Il y a aussi sur les générations d'images. Il y a des outils qui sont amusants. Oui, parce que c'est vrai que vous en avez fait des générations d'images passées à un moment, vous en avez fait 2-3. Assez peu. Alors on fait du photomontage. Ah, c'est du photomontage. Photomontage qui est peut-être un petit peu... En plus, la génération d'images, je crois qu'elle a un impact bien plus important. Tout le monde a fait le starter kit là. Oui, tu vois, j'ai dit à Fabrice, non. Si on veut faire un truc comme ça, à la mode ou viral, déjà le truc est mort. Voilà. Alors moi... Je ne dessine vraiment pas bien, plus ma femme, elle est très occupée en ce moment, où on a des graphistes dans notre sphère de travail. Mais voilà, je voulais pas faire comme tout le monde, parce que, tu regardes ça une demi-seconde, tu dis, oh, c'est cool, sauf que t'as généré je sais pas combien de kilos de carbone, quoi. Mais il y a des outils, tu vois, on a... Pour la communication sur le restaurant, tu vois, on a mis moi en béret, avec Ravel, avec un mouton, une vache, le château. Et il a réussi, c'est ce que j'avais dit à Fabrice, je pense que les images d'Épinal, cette nostalgie-là, serait un bon axe de communication, de diffusion des valeurs du restaurant. Et donc on n'avait pas de graphiste, où on voulait voir faire un test. Ça a généré une image qui était assez sympa quand même, un peu dans l'esprit d'image d'Épinal. Et du coup... Là, je dois reconnaître que... Il n'y a pas tout qui est à jeter. Non, mais bon, c'est à quel prix environnemental ? Voilà. Donc, à toujours vouloir trop en faire aussi, on est dans une société où on veut toujours plus. Non, et c'est un parti pris du domaine aussi, de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas vouloir trop en faire non plus. C'est quoi l'essentiel aujourd'hui pour le domaine Armand Heitz ou Armand Heitz ? Les deux marches. Le message, le bon sens paysan, je rabâche souvent ça, parce que pour moi, c'est ce qui permet d'enlever tout le superflu. Voilà, revenir à l'essentiel, on enlève tout ce qui n'apporte pas de valeur. Donc typiquement, la trend avec le starter pack, là, ça n'apporte pas de valeur. Tu vois bien, on en parle déjà plus, c'est un truc has-been quand on en parle là, alors que c'était il y a 2 mois, quoi. Donc... Non, le concret, la qualité, les matériaux, le durable. Pour moi, voilà. Enfin, c'est les valeurs. Quand on avait fait notre plan de marketing, c'est les mots sur lesquels on voulait travailler. Et qu'on retrouve jusque dans tes vêtements, au final. C'est-à-dire que vraiment, la boucle est bouclée, quoi. J'aime bien, tout à fait. C'est la circularité. C'est vraiment des valeurs qui me sont chères. Tu disais tout à l'heure, on ne veut pas faire comme tout le monde. Ça veut dire quoi, faire comme tout le monde ? C'est de toute manière, c'est des principes biologiques. L'humanité va avoir tendance à suivre les tendances qu'on lui dicte. Ce phénomène de mouton, moi j'ai souvent l'impression d'être un petit peu le petit mouton noir, le vilain petit canard dans le troupeau, quoi. Parce que je suis là, les gars, mais on va pas être pessimiste aujourd'hui, mais on va dans une direction... Les grandes puissances mondiales sont en guerre, on rentre en guerre avec la nature. Est-ce que c'est très sain ? Est-ce que c'est très apaisant ? T'allumes la télévision, c'est pas très réjouissant, alors que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'est un paysage qui avait l'air un peu plus cool, quoi. Donc
c'est plus dans cette direction-là que j'essaye d'emmener tout le monde, quoi. Et c'est pas forcément ce qui a l'air d'être le tronc commun de beaucoup de personnes. J'ajouterais que toi, tu as quand même une ligne éditoriale, parce que tu disais tout à l'heure, on fait pas comme tout le monde. Moi, je te dirais que effectivement, je confirme le fait que vous ne faites pas comme tout le monde, parce que la ligne éditoriale de ton compte personnel, comme du compte corpo, mais là, on va vraiment se consacrer à ta ligne éditoriale personnelle, elle est extrêmement bien bâtie, c'est-à-dire que il n'y a pas de faux pas. C'est-à-dire que tout est cohérent. Parce que tu vois, pourtant, au jour le jour, des fois, c'est un peu... C'est un peu de l'impro. Il y a de l'impro. Il y a de... complètement, ouais, absolument. Il y a un matin, j'ai une idée, ça sort, des fois, je prends le téléphone, l'article sort en 1 minute 30. Et des fois, on veut respecter la ligne éditoriale, mais ça veut pas venir. Donc, non, c'est pas aussi carré que... Non, c'est pas aussi carré que ça le laisse ça porte à croire. Pour autant, le résultat est là, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de post que tu écris où on se dit... C'est bizarre, ça sort de nulle part. C'est parce que voilà, il faut et ça c'est peut-être un conseil pour tout le monde, savoir qui tu es. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent même pas qui elles sont. Il faut faire ce travail-là en tant que chef d'entreprise, ou même n'importe qui doit le faire. Quelles sont mes valeurs et puis respectez-les, quoi. Enfin, c'est vraiment ça qui est important. Donc par rapport à ton processus de création, donc j'ai bien compris. Donc il y a Xavier d'un côté, il y a aussi Fabrice et il y a toi. Donc toi, quand tu dois écrire un post, ça te prend à peu près combien de temps? Est-ce que tu... Je te dis, ça dépend vraiment du sujet, de l'état intellectuel dans lequel je suis. De 4h à 20h, des fois, le pic intellectuel est plus ou moins actif. Mais ça peut prendre, je te dis, 2 minutes 30 au téléphone, Fabrice remet en forme et je fais une relecture. Ouais, des fois, on est impressionné, ça peut sortir en 20 minutes, quoi. Fabrice va peut-être passer un petit peu plus de temps, hein. Faut arrêter de faire ça prend du temps, oui, ça prend du temps, clairement. Là, tu vois, sur les incendies, j'ai dû faire un peu de travail pour pas dire n'importe quoi, retrouver des sources. J'essaye de pas dire n'importe quoi, il y a des données scientifiques quand même, donc il faut aller faire un peu de recherche. On veut voir le séquoia, du coup, maintenant. Le séquoia, il est magnifique à côté de Mimande. Mais tu vois, j'aime bien essayer. Alors, je cite pas toutes les sources parce que le support de LinkedIn n'invite pas trop à ça. Mais j'aime bien ne pas raconter n'importe quoi non plus. Oui, tu pourrais les glisser en commentaire finalement tes sources. Hein. Ça permettrait de faire. Alors, ça rajouterait un petit peu plus de temps. Absolument. Non, ça c'est certain. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que LinkedIn c'est un outil pour défendre ta philosophie? Ou est-ce que c'est un levier de visibilité pour le domaine? Les deux, mon général. Défendre la philosophie, c'est évident. On vend un produit. Le vin, la viande, la bière, les terrines, de l'hébergement aussi. Il faut qu'il y ait une philosophie. Je ne suis pas le groupe Ibis ou ces grands groupes-là qui font juste de l'hébergement. Et je pense que les clients que je cherche à capter, ils veulent une expérience aussi. C'est beaucoup ce qui ressort des études marketing. Alors moi, j'ai fait 0 en marketing. Oui, pour autant, tu connais très bien ta cible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis ne faites pas ce que demandent vos clients. Pour autant, tu connais extrêmement bien ta cible. Tu t'adresses... je fais exprès parce que j'ai envie au maximum d'éviter d'avoir ces gens qui seront à côté de... c'est le marketing répulsif au final. Hein. Je le fais volontairement, sciemment. Il y en a un qui avait fait beaucoup rire les gens. C'est si vous voulez une télé, de la Wi-Fi et une clim dans votre chambre. Ne venez pas chez nous. Ne venez surtout pas chez Armor Heights. Vous serez déçus. Et en fait, dans tout secteur, il faut que tu analyses ta cible et que tu ailles vers cette cible-là. À vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne. Et nous, on a nos valeurs. On sait que nos valeurs, c'est d'enlever ce superflu qui ne me semble pas essentiel quand tu viens à Mimande. Donc, voilà. Et donc, qui est ta cible, Armand ? Toi. C'est vrai. Tu m'as dit que tu étais sensible aux produits du terroir, au direct, aux valeurs. C'est pour ça aussi qu'on échange aujourd'hui, je pense. C'est des gens qui ont une sensibilité. Peu importe leur âge, peu importe... le secteur. Absolument. Quand tu as une sensibilité, que ce soit pour le vestimentaire, gastronomique en général, oui. Ça va être quand même le terroir et la gastronomie. Ma réelle cible, c'est ça, c'est des gens qui sont connectés au sol. C'est des gens qui sont connectés au sol, mais est-ce que tu es en mesure de savoir si ce sont plus des urbains ou ce sont
j'allais dire des provinciaux, mais non, ce sont des gens qui sont en écoute, dehors des grandes villes. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une analyse de nos followers. Bon, on a quand même une communauté assez française, renforcée par l'effet LinkedIn, mais c'est assez éclaté dans toute la France. Je sais, j'ai plus les chiffres exacts récents en tête. En Bourgogne, on a une communauté, à Paris, dans toute la France. Est-ce que c'est plus des ruraux ou des provinciaux, des ruraux ou des citadins? On utilise le mot provinciaux, mais on n'habite pas à la ville tous les deux, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est pas péjoratif du tout, mais j'ai pas les données exactes. Je te posais cette question parce que c'est très intéressant en fait de connaître un petit peu l'archétype de son client cible, savoir où il vit, mais savoir surtout ce qu'il aime. On diffuse nos valeurs et après, tu vois, quand on fait des événements à Mimande par exemple, j'ai des copains qui participent, ils me disent mais c'est qui ces gens-là? Parce que c'est des amis vignerons. Et clairement, ils vont à Beaune, ils vont dans les villages vignerons, ça capte plutôt des vignerons. Et quand tu vis à Mimande, il n'y a presque pas de vignerons, t'es à 10 minutes en voiture. Tu vois la côte viticole depuis Mimande, et là, en fait, t'arrives, y a d'autres personnes, et qui se font plaisir, qui passent un bon moment, et t'es là, enfin, ouais. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Mais ouais, il n'y a pas que... Enfin, il faut savoir aussi s'ouvrir, et... c'est ça l'intérêt. Et encore une fois, c'est l'intérêt de faire vivre une expérience. On communique, on a fait un événement électro-viande. Oui, donc on met peut-être le bal des princesses. Alors ça, c'était à Paris. D'accord, ok. Oui, effectivement, à Mimande, on n'est peut-être pas encore assez équipé pour faire ça. Une grosse fête comme ça. Et là, électro-viande, c'est quoi? C'est un burger avec un steak haché de mes vaches et de la musique électro. Et c'est tout simple. Et puis ça fait venir les locaux, tu vois. Enfin, c'est des personnes qui veulent un bon burger en local. De l'électro. Voilà. Ouais, dans un beau cadre. Exactement. Bon, après, l'électro, c'est cool, mais les bons classiques type Emily Image, j'ai l'impression que ça cartonne aussi dans le sud. Ce sera pas la même cible, par contre. Peut-être pas. Mais je sais pas. Dans notre secteur, l'électro, je vais peut-être essayer de voir s'il n'y a pas Emily Image qui marcherait mieux. Parce qu'on a fait pour le 14 juillet, on a fait un événement avec un groupe de variétés françaises, Johnny... les gens se sont plus retrouvés que dans la musique électro un peu plus jeunes. Je pense que ma cible est peut-être un petit peu plus connectée à Johnny qu'à de l'électro très moderne. Est-ce que tu penses que LinkedIn te permet de sortir des codes traditionnels de la communication dans l'industrie du vin? Alors, qu'est-ce que tu entends par code traditionnel de la communication dans le secteur du vin? Communication très tradie, pour moi, c'est la presse dans le monde du vin. Surtout les journalistes qui viennent, ça va être les notes, ça va être un petit peu les réseaux sociaux, mais globalement, on évite trop de se mettre en avant. On laisse les autres parler de nous. Alors oui, moi, je pense que la presse tradie avait besoin d'être un petit peu... Elle a été bousculée, de toute manière, naturellement, par tous ces réseaux. Voilà, j'ai 37 ans, donc je l'ai vue un peu vieillissante aussi, cette presse tradie. J'ai vu les lecteurs aussi de cette presse tradie. Et j'étais pas sûr de vouloir que ce soit mes consommateurs de vin. Donc c'est pour ça aussi que je suis allé sur ces nouvelles. Et autre chose très importante, c'est un peu vieillissant tout ça. Et que si tu renouvelles jamais ta clientèle, absolument. Au bout d'un moment, tu n'auras plus de clients parce qu'ils sont tous morts. Donc, moi, je me suis dit, si je veux, à la fin de ma carrière, avoir des clients, il faut que j'attaque dès maintenant à avoir des jeunes consommateurs qui vont partir sur mon Bourgogne, sur mes petites cuvées. Puis, à la fin de leur carrière, tu vois, ils pourront s'acheter un joli Meursault premier cru et le transmettre à leurs enfants. Enfin, et il y a beaucoup de marques aussi qui font cette captation. Tu vois, il y a les vêtements pour enfants, il y a plein de marques qui n'y étaient jamais allées. Et maintenant, quasiment tout le monde a une cible dès le plus jeune âge. Et ça crée une nostalgie. Ouais. Et beaucoup de marques ont réussi à revenir. Kawaii, tu vois, a réussi à revenir en force, alors que c'était mort et enterré, Kawaii. J'ai voulu aller sur différentes sources aussi. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand tu prends un magazine classique, t'es noyé au milieu de tout le monde. Ouais. Pourquoi, comment sortir mieux? Alors souvent, ça se finance simplement par une mise en avant d'un encart publicitaire. Je trouvais le travail
pas très sexy et la démarche un peu facile et du coup je me suis dit il y a plus de subtilité sur les réseaux sociaux, c'est toi qui gères, tu dis ce que tu veux, tes valeurs au moins, alors que là tu vois c'est des notes, et puis il y a quelques journalistes qui étaient passés au domaine quand je commençais aussi, avec qui je m'étais clairement pris la tête. Donc, d'accord. Okay, ça m'a un peu dégoûté aussi de cette presse traditionnelle. Depuis quelques années, avec Fabrice, parce qu'on a compris que c'est très mal faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a de très bons journalistes. Ouais. Et voilà, l'ambiance va beaucoup mieux avec la presse traditionnelle. On alloue un budget à ce secteur-là aussi, voilà. Il faut être en bon terme sur la construction de l'image d'une marque, il faut en bon terme avec tout le monde. Oui, sachant en plus que ça, je me permets de le rajouter pour les auditeurs, ce que permettent les réseaux sociaux, c'est assez sympa puisque on communique entre guillemets à moindre frais. Alors évidemment, il faut avoir soit s'entourer de freelance, soit on a quelqu'un en interne, mais ça nous permet de choisir ce qu'on dit. Le problème, c'est que dans la construction d'une marque, au bout d'un moment, à force de dire les choses, il faut quand même être validé par l'extérieur et donc avoir une validation, être validé un peu par le sérail et donc par la presse spécialisée. Exactement. Parce qu'on ne peut pas construire une marque juste c'est un mécanisme de base. D'autres personnes, c'est humain aussi. Oui, bien sûr. Si moi j'essaye de te vendre, alors qu'on se connaît très bien, de te vendre une bouteille de vin, tu la l'achèteras pas forcément, alors que si c'est une tierce personne, et ça c'est la force de la recommandation. Bien sûr. Non, donc ça me semble important à préciser et je trouve ça très malin d'ailleurs d'avoir continué à garder un budget pour la presse et vous êtes quand même sur beaucoup de supports, donc LinkedIn, Instagram, donc presse, Facebook. Facebook c'est lié, on fait pas un travail. Ça peut des fois sur le restaurant par exemple, Facebook qui est assez bon. Oui, parce qu'en local. Aussi, ils sont assez bons en local il me semble, Facebook. Effectivement. Ok, mailing j'imagine, newsletter. Oui, bien sûr. On a quelques outils, sur notre club, les membres de notre club ou des pros. On a nos bases de données. Quand même bien déployée. On pourrait être encore plus fort sur l'animation de notre base de données client. On a encore un peu de peine. Fabrice a déjà des journées bien remplies. Il faut prioriser, c'est un chantier. C'est ça, puis les retours sur investissement de tout ce travail-là ne sont pas forcément évidents. Donc c'est pas facile de prioriser. Mais on essaye d'être multicanal et de faire pas trop mal sur tous ces canaux. Bien sûr. Là, tu vois, j'ai envie de te poser la question. Aujourd'hui, en termes de retombées concrètes, donc sur LinkedIn, est-ce que tu en as eu? Alors les retombées concrètes, pour moi, c'est pas forcément des commandes qui tombent du ciel, mais ça peut juste être quelqu'un qui te reconnaît sur un salon, par exemple. C'est jamais, effectivement, c'est jamais direct. Mais là, je rebondis direct sur cette petite anecdote. Dans l'hiver, j'ai eu quelques déplacements, ou plutôt l'hiver, j'ai quelques déplacements à Paris à faire. Et donc, tu vois, si j'y vais 5-6 fois dans l'année, c'est le maximum. Mais il n'est pas rare que quelqu'un dans le métro me dise... Bonjour Monsieur Hetz. Alors effectivement, quand j'y vais avec mon béret, mes chaussettes rouges, t'en as pas beaucoup dans le métro, des gens comme ça, donc forcément ça facilite la reconnaissance. Et c'était LinkedIn. C'était pas Instagram, souvent c'était je vous suis sur LinkedIn. C'était vraiment le direct, ça a été rapide. Et aussi l'autre exemple c'est Wine Paris, où là en baladant dans les couloirs, j'ai été plusieurs fois interpellé. Et ça, c'est fort, quoi. Ça montre qu'il y a un impact quand même, donc c'est intéressant et c'est pas anodin. Et tu as eu des feedbacks directs sur ta création de contenu, des gens qui se sont permis de te faire des retours en disant j'ai adoré X ou Y post. Ah oui, clairement. Ouais, en général, il y a un post qui marque, les gens s'en souviennent et c'est assez positif aussi. J'aime bien creuser aussi, tu vois, quand je vois que c'est un petit peu plus nuancé, je fais, le glyphosate, par exemple, c'est tranché comme avis, allez-y, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'aime bien le débat, moi, quand c'est intelligent. Il y a 2 vignerons que je fais étudier en cours à mes étudiants, Armand Hetz et Laurent David, parce que tous les deux, vous êtes aux antipodes l'un et l'autre, pour autant, vous avez compris ce que certains n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire que vous parlez simplement, sans être simpliste. Et sans prendre les gens pour des abrutis, tu vois. C'est juste se mettre à la hauteur de la personne sans pour autant lui apprendre la vie avec un ton paternaliste, tu vois. Tout à fait. Mais ça se fait naturellement, ça, tu vois. Je pense que, tu viens de m'en faire prendre conscience.
Enfin, c'est pas la première fois que j'avais eu la remarque, mais je le fais assez naturellement, en final. C'est la sincérité. Ah, tu vois, à rajouter plus que authentique pour qualifier ta ligne éditoriale. Oui, parce que l'authenticité, maintenant, c'est la sincérité. J'avais également une question à te poser par rapport à une stratégie qu'on aime beaucoup dans le monde du vin, qui est une stratégie de discrétion, qui est menée surtout en Bourgogne et en Champagne, qui est la stratégie non marketing. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de cette approche. Est-ce que tu penses que cette approche, on peut continuer comme ça, ou si on continue comme ça, je vais dire le monde du vin va à sa perte, j'exagère un petit peu, mais tu as compris l'idée. Sur le long terme, ça paraît un peu utopique quand même. Forcément, ça réussit aux marques qui ont des centaines d'années d'existence. Romanée Conti, leur budget marketing, effectivement. Enfin, tout le monde Ils en l'ont parle. hérité, le budget marketing. Bah oui, mais c'est de l'héritage. La Bourgogne est ce qu'elle est aussi grâce à l'héritage des moines. Hein. Bien sûr. Et j'en parle souvent en disant, mais attendez, pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce qu'on a des moines qui ont fait le travail pour nous il y a presque déjà 1000 ans, qu'on est sur des routes commerciales. Il faut toujours comprendre pourquoi t'en es là aujourd'hui. Et enfin, tu vois, et les choses peuvent aller très vite aussi des fois. Et moi, dans toutes les analyses que j'ai pu faire de marques sur le très long terme, si tu maintiens pas un peu de marketing, normalement, en général, tu finis par couler. Hein. Il y a une centaine d'années, peut-être même plus récent. J'ai plus la date exacte en tête. En prenant les archives à Chassagne, parce que bon, voilà, ma famille possédait déjà les vignes, ils mettaient pas en bouteille. Mais mon arrière-grand-père et mon grand-père avaient un bureau, et je regarde les tarifs. La pièce de Vosne Romanée, le fût de Vosne Romanée, était vendu au même prix que la pièce de Moulin à Vent. Alors qu'aujourd'hui, tu as un ratio de 10, sans doute. La montée en puissance des crus de Bourgogne est très récente. Et c'est ce qui me fait prendre aussi du recul, dire, attention, ça monte très vite, ça peut redescendre très vite, et pour combien de temps ça va durer ? Donc il faut toujours être prudent, et c'est pour ça que en fait, je diversifie mes activités, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, pour être le plus fort, solide possible. Je sais que je me suis déjà entendu dire ça, c'est-à-dire que si le produit est bon, on n'a pas besoin de le marketer. Qu'en penses-tu ? Alors ça, il n'y a pas besoin de réfléchir, j'ai même pas besoin de penser. Enfin, il y a des vins incroyables partout dans le monde et partout en France. Et il y en a combien de vignerons qui n'arrivent pas à vendre leur vin ou qui le vendent à un prix en dessous de leur coût de revient. Donc non, c'est une catastrophe. Enfin, sur tout l'agroalimentaire. Tu as des producteurs de légumes. Enfin non, c'est incroyable. Donc non, un produit qui est bon, malheureusement, c'est pas pour ça qu'il arrivera à être vendu. Ouais. Et le marketing, c'est pas forcément de la tromperie, parce que c'est ça qui me dérange. Alors j'allais faire une grosse généralité, là c'est un peu un jugement à l'emporte-pièce, ok, mais c'est-à-dire que je l'ai déjà entendu à maintes et maintes reprises, c'est-à-dire que nous, notre problème, c'est pas la qualité, les vins sont bons, mais on veut pas marketer trop, parce que si on markete trop, ça veut dire que les vins sont pas bons. Le raisonnement n'est pas bon. Wow, celle-ci, on l'avait jamais trop faite. Hein. Crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. Mais justement, quand j'entends ça, je me dis, il y a beaucoup de croyances limitantes, je vais prendre un vocabulaire de coach, mais il y a beaucoup de choses là à démolir en un temps record. Dans le secteur vin, peut-être. Le secteur vin. Oui, non, mais on a l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête avec la loi E20. Oui. Qui nous a complètement dégoûté de faire quoi que ce soit aussi en marketing. C'est un terme presque banni en vin. Ouais. Donc forcément, moi, tous ces trucs-là, je me suis inspiré des autres secteurs, en fait. Tu t'es inspiré de quel secteur ? La mode, le luxe, tout ce qui nous entoure. Enfin, dès que je vois un truc, j'essaye d'analyser, de comprendre pourquoi il en est là. Tout. Le luxe, parce que c'est clairement quand même plus celui dont dépendent les vins de Bourgogne. Hein. Ouais. La communication, la création des contenus, tu vois, ils communiquent beaucoup sur le produit. Bon, après, c'est difficile de comparer parce que c'est quand même des mastodontes. Ce qui m'a beaucoup marqué, il y a des règles. On a eu quelques cours de marketing quand même en Suisse. Quel que soit ton secteur, un client va devoir te voir au moins 7 fois avant de passer à l'acte d'achat. Mmh. Voilà, ça c'est des règles de marketing. Donc il faut que tu l'aies touché 7 fois avant qu'il l'achète un jour chez toi. C'est énorme. C'est énorme. Sachant que je ne sais pas si c'est pas devenu 10 ou 11 fois maintenant. Tu vois, c'est ça, exactement. L'inondation, effectivement, ouais, je l'avais pas pensé. Bon, écoute, j'essaie de travailler pour 7. Ça va être encore plus dur pour 10 ou 11. Ouais, enfin,
tout. J'analyse vraiment pourquoi une marque marche, sa structure. Enfin, Bernard Arnault communique de manière souvent assez simple. Bernard Arnault, justement, alors il maîtrise, comme tu disais, peut-être très bien son sujet, mais quand il fait un discours en grandes écoles, je pense, parce que tu n'arrives pas par là par hasard quand même. Mais il dit, il y a une fois, c'était dans une grande école, il dit, écoutez, moi j'ai un budget qui est très simple à gérer, 1/3 de communication, 1/3 de compta administratif, paperasse, et 1/3 de production. Voilà. 1/3. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs où souvent le budget marketing, enfin, il est tout petit. Hein. Ouais. Donc, et dans le vin, justement, on a combien de domaines ont des budgets production, t'as des vignerons qui sont à 80 heures par semaine, et t'es là, en fait, t'arrives à vendre tes vins ? Non. Bon, est-ce que tu devrais peut-être pas aller faire un salon ou faire une cave ouverte ? Et puis, tes vignes, elles seraient peut-être un peu moins jolies, mais ou à ton goût. Mais est-ce que le vin serait moins bon ? Pas sûr. Pour avoir discuté avec des amis qui sont vignerons, ils le reconnaissent eux-mêmes sur tout ce qui est, tout ce qui est mécanique, mais il y a un nouveau tracteur qui sort. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un espèce de FOMO sur les tracteurs. C'est une pollution. C'est réel, hein. Alors moi, c'est hors de question que j'achète ces nouveaux tracteurs. C'est des budgets qui sont absurdes. Enfin, ça tourne tout le temps en panne. Que ce soit moderne ou pas, ou ancien, ton tracteur, même les nouveaux qui viennent de sortir, et c'est de pire en pire, parce que c'est encore plus complexe. Et les mécanos sont de moins en moins qualifiés. Il y a de moins en moins de mécanos qui veulent répondre à la demande de tout ce parc qui sort. Non, sur la mécanisation, c'est une catastrophe. Alors, on te parle de robots dans les vignes. On n'arrive déjà pas à faire marcher un tracteur d'une simplicité évidente. Donc un robot, un technicien, là, il va te brancher. Enfin bref, on va pas refaire le monde. On aime bien divaguer. Je comprends et je suis absolument d'accord avec toi. Mais ça, c'est quelque chose contre lequel je lutte. C'est-à-dire, c'est toujours compliqué. Tu reçois un prospect en rendez-vous, il est absolument désespéré, il veut progresser. Pour autant, il te dit le problème, c'est que j'ai X. Là, j'ai eu cet exemple. J'ai 3 000 € pour ma communication annuelle, parce que je viens de dépenser, je sais plus, c'était 15 000 ou 20 000 € dans un tracteur, un truc du genre. Tu peux rajouter un zéro en général. Enfin, mais parce que c'était un truc qui est tombé en panne ou qui a remplacé une pièce, donc voilà. Et je me suis retrouvée bien emmerdée parce que 3 000 € sur un an, je lui ai dit, écoutez, vous faites 3 000 € divisé par 12, je suis pas super bonne en maths, mais je peux pas en fait. Ça sera pas mes prix. Et je lui ai dit, on va pas sortir quelque chose qui permette d'avoir un résultat. Et je lui ai dit, je veux pas vous faire une offre dégradée, je préfère que vous gardiez cet argent. Et c'est terrible, je suis consciente d'être la pire des commerciales, mais je lui dis, gardez votre argent. En fait, c'est pas de ça dont vous avez besoin. Là, vous avez besoin de cash à court terme. Donc, justement, faites des portes ouvertes, allez faire des marchés. Enfin, je ne sais pas. Mais il faut des actions qui vous rapportent directement. Vous n'avez pas le temps, en fait. C'est ça. Vous n'avez pas le temps. Et parfois, c'est ce qui nous arrive de plus en plus, là, à l'agence. Ils viennent nous voir, mais ils sont pendus. Ils sont pendus, tu vois. Non, pas encore, mais dans le sens, ils sont pendus, ils sont... ils ont plus un radis. Précarisation. Exactement. Et ils ont attendu la le filière dernier vitique, moment. Et en plus la filière vitique, qui souvent c'est le discours des ministres de l'Agriculture, qui est clairement pas la pire en France. Non, absolument. Comparé aux éleveurs, absolument. aux céréaliers, absolument. Il y a de gros écarts, mais à tel point qu'ils en souffrent. Pour avoir discuté avec certains de mes clients qui sont en CAFCOP, quand je leur demande comment ils se sentent là à l'instant T, ils se sentent laissés pour compte. C'est ce que j'ai dit. Ils se sentent pas respectés, abandonnés, et parce qu'en plus ils sont conscients que dans la hiérarchie, j'allais dire paysanne, ce sont les mieux lotis. Pour autant, en ce moment, ils souffrent, mais ils ont l'impression qu'ils peuvent pas se plaindre. C'est ça. Oui, on est assez bon en France pour te dire écoute, t'es pas les pires, hein. Il y a toujours pire. On serre les dents. Voilà, c'est ça. Ça c'est assez reconnu, ça, ce mécanisme-là. On se retrouve à travailler avec des gens qui, nous, là, dans le cas bien précis de cette CAFCOP, ils croient en la vertu de la communication et du marketing, mais ils sont conscients qu'ils ont un peu tardé. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve à faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a 20 ans. C'est souvent, comme tu as besoin de rien, tu fais pas l'effort d'aller de l'avant. Absolument. Et moi, c'est clairement ce que j'ai pas voulu faire. Le domaine, clairement, j'ai hérité de parcelles qui n'avaient besoin de rien pour être vendues. On me le dit régulièrement, mes collègues me disent, mais Armand, pourquoi tu t'emmerdes avec tous ces trucs-là ? Mais je leur dis, les gars,
Mon grand-père, moi, il a échangé des terres à vaches contre des terres à vignes. Et inversement. Donc là, dans 2 générations, ça se trouve, il n'y aura plus de vignes, il n'y aura plus rien, et nos vignes, elles vaudront rien. Alors que j'espère, à Armand-Retz, il y aura peut-être encore le château, il y aura peut-être encore cette création d'expérience, j'aurai peut-être une chaîne de restaurants parisienne, enfin tu vois, il y aura eu des valeurs. Je me dis qu'on aura toujours besoin de manger et boire. Oui. Quand même, a priori. J'ai misé là-dessus, tu vois. Mais tu vois, bon calcul, et d'autant plus malin que tout ce que tu fais depuis la reprise du domaine, avec tous ces investissements côté communication et market, qui sont quand même des investissements conséquents. Faut vraiment pas minimiser, et je tiens vraiment à préciser ça pour pas que vous, les auditeurs, vous disiez... C'est facile. Exactement, c'est facile. Armand l'a bien précisé, que ce soit LinkedIn. LinkedIn représente, c'est combien que tu nous avais dit, du temps de Fabrice ? 25, entre 15 et 20%, et on avait budgétisé au mini sur au moins une dizaine de milliers d'euros, rien que sur LinkedIn. Exactement, sur LinkedIn, donc c'est énorme. C'est énorme. Après, voilà, sur LinkedIn, il peut y avoir des retombées. Quand tu as un sommelier bien sûr. Qui accroche vraiment à un article, qui se dit « la philosophie, elle est top », il me met au vert, et là, les retours sur investissement sont super intéressants. Quand tu as commencé à communiquer, alors on va prendre l'exemple de LinkedIn encore une fois, parce que c'est quand même pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Est-ce que tu as ressenti en début de mission, une petite peur, une petite appréhension en te disant « mais en fait, j'ai rien à dire ». Ah non, globalement, le rien à dire, c'est pas trop le souci de la maison. Non, justement, c'est un dévidoir, c'est une inspiration quotidienne. C'est à chaque fois que j'ai quelque chose, tu vois, là, sur les incendies, ça m'affecte. Donc c'est sorti tout seul. Il fait chaud, ça on est impacté par tout ce qui nous entoure bien sûr. Dans notre secteur. Et donc, ça me permet de me libérer aussi. Donc non, il y a toujours quelque chose à dire. Okay. Si vraiment j'ai plus rien à dire, c'est que je vais extrêmement bien, et je ne sais pas si ça arrivera un jour. Et donc, par exemple, si tu avais un conseil à donner à un vigneron ou à un producteur qui galère à trouver des sujets, qu'est-ce que tu lui dirais ? On en a parlé tout à l'heure. Qui es-tu déjà ? Qui es-tu ? Pourquoi tu te bats ? Et quand tu fais une dégustation, qu'est-ce que tu dis à tes clients ? Quel message transmets-tu à tes clients quand tu leur sers le vin ? Et justement, souvent, les vignerons, quand tu les vois en salon ou quand ils font une dégustation, ils sont super à l'aise, ils arrivent à te parler. C'est un exutoire. Poisson dans l'eau, mais oui. Et en fait, LinkedIn, il suffit de mettre sur le papier t'as des vignerons qui n'ont pas une grosse sensibilité non plus, mais ça peut avoir son charme. Ça peut avoir son charme. Les réseaux arrivent à mettre en avant tout type de profil. Je suis d'accord, et j'irai même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu te sens un petit peu laissé pour compte, est-ce que ça peut pas te faire du bien d'avoir une communauté, d'avoir une audience qui t'écoute, bien sûr, mais il y a qui plein te motive ? Voilà, alors après, faut pas non plus... c'est assez impersonnel quand même, c'est des commentaires, bien sûr. On n'est pas en face de la personne, c'est des gens des fois qu'on connaît pas, qu'on ne verra peut-être jamais. Tu sais pas, ils peuvent venir te voir, ils peuvent venir t'envoyer il y a personne qui t'envoie des messages. Oui, c'est vrai, bien sûr, si. On est sur l'avantage de LinkedIn, c'est que tu es quand même sur quelque chose d'assez concret. Mais c'est un peu plus sérieux quand même. Mais on est sur TikTok aussi, et c'est vrai qu'on avait fait... c'est pas la même tisane. Non, voilà, mais justement, ça nous avait fait rire, prendre conscience de certaines choses, et que les contenus ne sont pas appropriés sur toutes les plateformes. Et c'est vrai que ça nous a fait comprendre certains mécanismes et du recul qu'il faut avoir aussi avec toutes ces plateformes. Est-ce que devenir son propre média, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, tu es devenu un média, même sans t'en rendre compte peut-être, est-ce que ça s'est fait assez naturellement ou pas du tout ? Si, complètement naturellement. Je te dis, les articles sortent, et donc, son propre média, non, je pense pas que l'impact soit assez large. Je pense que tu minimises. Je pense que un bébé média, mais je pense que tu minimises un petit peu. Alors c'est vrai que une fois j'étais à un dîner avec des copains vignerons, et je dis écoute, t'as des nouvelles de celui-là ? Parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, on sortait ensemble quand on était un peu plus jeunes. Il me dit, écoute Armand, il y a des trucs que t'écris, je crois qu'ils se retrouvent pas du tout dans ce que tu dis.
Et je fais, oh bah quand même, attends, enfin lui aussi il a des idées à la con. Et c'est pas pour autant que je me braque contre lui. Ouais, mais toi je crois que tu te rends pas compte de l'impact que t'as. Et effectivement, ça me fait penser à ce moment-là. Bah oui, mais si tu veux, moi je le fais pas pour avoir de l'impact, je le fais pour... Si, je le fais pour avoir un impact en fait. Mais c'est... Bon, ça reste pas le JT de TF1. Non, voilà, bien sûr. Pourquoi je te dis ça, c'est parce que, encore une fois, il faut raison garder, mais j'ai eu cette discussion justement avec des copines suite à Wine Paris où comme toi je marche dans les allées et j'étais fréquemment tu vois arrêtée et c'est vrai que ça te tu te sens beau un peu, tu vois, tu te dis voilà, je communique pour une bonne raison, pour quelque chose, et en fait j'étais là en disant oui mais moi cette attention je l'ai pas demandé, et en fait ma copine qui m'a dit Si. Et en fait, je pense que au bout d'un moment, il faut s'en rendre compte, mais c'est pas forcément pour nous, c'est peut-être pour une cause qui est un peu plus grande. C'est ça. Tu me disais quand on en avait discuté en off, tu me disais que toi, ton objectif, quand tu as commencé, tu voulais révolutionner la nutrition des Français. Tout à fait. Et je pense que tout ce que tu es en train de faire, c'est pour quelque chose de plus grand, c'est-à-dire au-delà bien de sûr, Armand je Hetz, pense que c'est ce qu'il y a de beau, de servir une cause qui est au-dessus de toi. Absolument. Et de le matérialiser comme on le fait, effectivement. La mécanique est très simple, voilà. Tout est toujours très simple. En t'exposant donc sur LinkedIn, on vient d'en parler là, tu t'exposes à des critiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes comme faisant partie du jeu, ou est-ce que parfois c'est difficile à gérer? Par exemple, là, le retour que tu as eu de ton ancienne connaissance qui prend mal X ou Y de tes contenus, est-ce que ça t'a affecté ou pas du tout? C'est voulu, c'est mesuré, oui. Alors voilà, quand je recevrai des courriers de mise à mort, de menaces de mort, là, je me dirais peut-être... Mais ça arrive. Peut-être aller trop loin. Ça arrive. Les personnalités publiques n'en parlent pas forcément, mais c'est Nagui sur France Inter, une fois, disait qu'il n'arrêtait pas d'en recevoir. Alors tu te dis, pour envoyer des menaces de mort à Nagui... Il faut vraiment avoir un truc, parce que Nagui, il est détente, hein. J'ai l'impression. Oui, moi aussi, mais bon, comme toi. Et tu te dis qu'il y a, où j'avais eu un autre exemple, des fous, il y en a malheureusement beaucoup. Nous, on a assez peu de personnes aussi catégoriques que ça. Et je délègue beaucoup, pas mal, même énormément, sur LinkedIn notamment, tout ce qui est réponse aux commentaires. Est-ce que tu penses que si tu gérais toi-même les commentaires, ça serait différent? J'y vais quand même pour voir et pas être complètement déconnecté. Alors bon, 80% au moins des commentaires sont plutôt positifs sur LinkedIn. Je sais pas si c'est un algorithme. Ça veut dire que tu as la communauté. Les gens font l'effort de te suivre, donc naturellement. C'est ça qui est un peu piège aussi. Ouais. C'est de se faire une bulle où tu as l'impression que tout le monde t'aime, alors qu'au final, tu affirmes tes valeurs qui te semblent être naturelles dans un dîner, entre amis ou en public. On peut peut-être te taper dessus, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime bien des fois me prendre la tête en dîner. Et donc, voilà, je dois reconnaître que je délègue pas mal les réponses aux commentaires, parce que sur le tracteur, je peux clairement pas faire les deux en même temps, ce serait très dangereux pour moi. Donc, oui, effectivement, on le déconseille, ne le faites pas. Après, l'objectif, c'est c'est de la diffusion du message. Et voilà, moi je fais avant tout pour dire, voilà, mon idée sur ce sujet-là, exprimons-nous, si vous voulez venir, on en parle. Ok, donc finalement, débat au domaine. Exactement. Autour d'une bonne bouteille, c'est la meilleure des choses. Il y a des choses dans les tuyaux, je ne peux pas en parler, mais on est en contact avec une belle personnalité agronomique et on aimerait justement faire aussi un joli débat. Mais tu vois, les podcasts aussi, c'est super comme exercice. Donc tu vois, on retombe sur cette idée de média. Tu le veuilles ou tu le veuilles pas. Tout à fait. Finalement, tu vois, un média un peu malgré toi, mais pour une cause, encore une fois, qui est... je pense que cette idée de médiatisation, elle est... c'est différent pour moi d'être un média VS être médiatisé. C'est pas que ta personne qui est médiatisée. Là, c'était un peu le fameux personal branding. Absolument, ou personal branding, comme j'aime bien le dire. Parce qu'il y en a certains qui s'inventent un personnage, mais toi, en l'occurrence, pas du tout. Non, ça c'était ta question de base. Tu voulais t'assurer que tu n'avais pas un peintre en face de toi. Donc non, ça a été direct. Ça existe depuis bien longtemps. Justement, sur les réseaux, j'ai vu passer quelque chose. Je sais plus quel était le média. Et le type disait, mais en fait,
fait, non. Enfin, on croit que c'est à la mode, mais ça existe depuis bien longtemps. Enfin. Mais regarde Gérard Bertrand, c'était le personal branding avant qu'on en parle. Le Jean-Louis Chauve, c'était le personal branding. Alors mais tu vois ce que je veux dire? T'as même, dans la mode, t'en as bien sûr. Enfin, c'est bien plus vieux que c'est tout certain, ça. C'est Effectivement, certain. dans le secteur vin. La Chanel, voilà. Fin de l'histoire. Bon, donc, voilà. non, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui a finalement tardé à arriver ou à être catégorisé, c'est-à-dire que maintenant on a une petite boîte dans laquelle on peut mettre les gens personal branding. Exactement. Alors qu'avant, voilà. Tu l'envisages comment l'évolution du personal branding dans le vin d'ici, je sais pas, 3-5 ans? Est-ce que tu penses que on va connaître un réel essor autour du personal branding, ou on va vouloir retourner vers des marques un peu plus collectives? C'est solide comme question. Je sais, c'est une question pas qui me hante, mais qui me donne du grain à moudre, pour être tout à Voir fait de honnête. la visibilité dans le secteur du vin, honnêtement, déjà, c'est pas facile. Non. Donc alors, sur le marketing du secteur du vin, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien regarder ce qu'il y avait, ce qui se passe, pour peut-être ensuite Absolument. aller voir plus loin. Ce qui se passe actuellement, c'est que tu as la consommation de masse, tous les vins en dessous de 3 € du litre, qui chutent énormément, puisque il n'y a pas de reprise par la jeunesse, quoi. Tous les consommateurs quotidiens du BIB passent un peu plutôt aux alcools forts ou aux alcools industriels, et le vin est en train, tout ce secteur-là du vin est en train de mourir, quoi. Et je le vois pas renaître très tôt, puisque les jeunes actuels s'imaginent pas à la retraite avec leur cubi de vin. Non, bien sûr. Donc, on va plutôt peut-être se concentrer sur le secteur qui est le mien. C'est Xavier Tuzet qui m'a dit, Armand, il m'avait bien remis à ma place d'ailleurs ce moment-là. Tu es dans le sommet, la partie immergée de l'iceberg. Hein. Et donc c'est clairement les vins à haute valeur ajoutée, les vins haut de gamme. C'est un signe extérieur de richesse quand même. D'ouvrir une bouteille de Meursault, ça montre que tu t'es cultivé, que tu as de l'éducation, que tu te fais plaisir, un bon palais. C'est les valeurs en lesquelles je crois, et j'espère qu'ils vont perdurer. Et clairement, sur ce type de produit, on a besoin d'avoir quelqu'un qui incarne. Tu poses la bouteille. Des repères. Qui est-ce qu'il y a derrière la bouteille? Si tu es incapable de parler de la... Alors en Bourgogne, on a l'appellation, on a le millésime. Il y a des replis, mais bon, le nom du vigneron en Bourgogne, on aime bien l'avoir. Donc, pour autant, j'aurais pu t'appeler Domaine Trucmuche, tu vois. Ouais, mais c'est en perte de plus en plus sur les étiquettes de vin. Donc il y a eu un choix stratégique, même sur le... Tout à fait. Administratif aussi. Okay. Ça, c'est bien de le préciser aussi. L'administration est un fléau qui nous pourrit la vie. Dans le budget, j'avais dit un tiers. Oui. Et il y avait un tiers pour l'administration. Non, c'est un calvaire. Moi, ça me hante, quoi. T'es obligé d'avoir des personnes... La lourdeur administrative. Exactement. On te fait croire que l'IA va simplifier beaucoup de choses. Mais déjà, la digitalisation devait simplifier. Je n'ai pas l'impression que la digitalisation ait simplifié quoi que ce soit. Donc non, c'est... bref, on s'écarte. Non, mais c'est réel. Et tu vois même, il y a 100 ans déjà, ou 200 ans, on aime bien raccrocher Einstein. Enfin, tu crois... Tout le monde s'imagine qu'il était tout seul, mais il avait une équipe d'ingénieurs. Mercedes-Benz, tu crois qu'il a créé sa voiture toute seule? Non, pas du tout. Donc non, il y a toujours... Mais on a besoin de voir le gars au-dessus. Et ça, je pense que c'est un mécanisme humain, et ça traversera les siècles. Ouais, je suis d'accord avec toi, et en même temps, demain, on va dans, je sais pas moi, un supermarché, étant donné quand même c'est là où se passe la majorité d'achats de vin. Ouais, je te parlais plutôt du secteur qui est le mien, sur la conso de masse. Si on a que des vins de marque, comment on fait pour, si on a que des... T'imagines, on a, là, on regarde le mur en face de nous, et t'as 20 personnes, comment on les différencie, ces 20 personnes? Justement, Gérard Bertrand, je pense qu'il arrive peut-être mieux à vendre. Tu vois, j'avais fait... je l'ai pas beaucoup fait, puisque je suis pas en concurrence avec ces gens-là. Mais au rayon Cubi, t'avais celui de Gérard Bertrand, même appellation, qui était 20 centimes plus cher que le Cubi d'IGP traditionnel juste à côté. Et donc, ça montre bien que Gérard Bertrand, grâce à son travail, a fait une création de valeur qui est de 20 centimes sur un Cubi. S'il en vend des milliers, c'est sympa. Il y a une création de valeur. Voilà, le cellier de Dauphin, est-ce qu'ils ne sont pas en perte de vitesse? Parce que justement, tout le monde connaît cellier de Dauphin, mais c'est qui cellier des Dauphins?
Ok, maintenant je t'amène une autre problématique. Donc imaginons, donc tu vieillis, la vie fait bien ça, son j'ai œuvre. de la peine à lutter contre. Hein. Et imaginons qu'une de tes deux petites filles veut reprendre le domaine. J'espère, je le souhaite. Est-ce que le domaine continuera à s'appeler Armand Hetz ou est-ce qu'on change pour le nom d'une de tes filles et est-ce que dans ce cas-là, elle aura la même aura que son père? Question incroyablement pertinente et que je me commence déjà à me poser. C'est une vraie question en fait, c'est les limites. C'est pas facile aussi. parce que donc j'ai 37 ans et j'espère que si mes filles sont intéressées, d'ici 20 ans, elles vont commencer à toquer à la porte. Donc 20 ans, voilà, ça me fera une petite quarantaine de millésimes, ce qui est la quantité normale pour un vigneron. Ça va très vite, surtout quand tu pars de rien. Et le changement comme ça d'étiquette... La bascule, pas évident. Hein. Il y a eu cet effet sur la Bourgogne, parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un truc nouveau qui arrivait, je l'ai vécu. Armand Hetz, tu vois, c'était une époque où tous les grands noms étaient publicités par... des acheteurs classiques, il n'y avait pas beaucoup d'allocs, et puis tous les autres domaines, tout le monde s'en fichait. Et du coup, moi j'ai vécu ça dans les années 2013. Avant moi, il y avait eu la famille Liger-Belair, Thibault et Louis-Michel. En même temps que moi, il y a eu Maxime Cherlin Noëlin. Juste après moi, tu as eu Thibault Clerget. Et en fait, derrière, il y a eu un raz-de-marée avec tous les micro-négoces aussi. Oui, absolument. Et en fait, et là, ça sature. Tu as eu tellement de création de petits trucs que... les marchés n'arrivent plus à suivre les nouveautés. On se posera la question à ce moment-là. Clairement, je pense que c'est trop dur aujourd'hui. Bien sûr. On se posera, est-ce qu'il vaut mieux faire Saskia Hetz? Est-ce qu'il vaut mieux garder Armand Hetz? Il y a des exemples, les domaines Rothschild, d'ailleurs c'est Saskia. Alors j'ai pas du tout appelé ma fille Saskia en référence à Saskia de Rothschild, mais voilà, elle garde les entités. Bon, après voilà, c'est des vaisseaux, c'est des marques tellement fortes qu'on peut pas comparer. Mais tu vois, c'est aussi la limite du personal branding, comme je le dis à certains clients, notamment à des clients, je le dis aussi à des producteurs, mais plus à des négociants. Demain, vous voulez vendre votre boîte, vous faites comment? En fait, des fois, c'est tellement vécu par la personne. Souvent, les chefs d'entreprise sont tellement dedans qu'ils vivent jusqu'au bout. Absolument. Les grands architectes, j'en parlais avec ma femme, et justement, les boîtes d'architecture, elles se revendent très mal ou pas, parce que c'est l'architecte. C'est ça. Tout à fait. Ils incarnent et ils vivent leur passion jusqu'au bout. Et déjà pour devenir un architecte reconnu, ça te prend déjà 20 ans. Donc tu arrives à la quarantaine, cinquantaine où tu commences à avoir des contrats t'es au pic de ton activité. Et puis tu t'arrêtes jamais quand t'es des architectes, enfin tous les grands architectes, Zumthor, Ricciotti, Tadao Endo, et ils continuent d'incarner les valeurs. L'architecture, c'est des valeurs, c'est pour ça que j'adore ce métier aussi, et qu'on est associé avec ma femme sur l'agence. C'est tellement solide, c'est fort, quoi. T'incarnes encore, c'est un métier d'incarnation. Et de transmission aussi. Les grands chefs aussi, c'est un secteur aussi, c'est pour ça que je suis allé sur la restauration. Enfin, Ducasse, tu vois, enfin, on le voit pas mourir, Ducasse. Robuchon, tous ces... Parce qu'ils ont construit un espèce de patrimoine immatériel derrière leur, c'est nom. C'est un actif de marque, tu vois. C'est ce qui m'a séduit quand, tout jeune, je suis allé dans le monde du vin, c'est que quand tu fais une bouteille, tu laisses quelque chose derrière toi. Et ça, c'est hyper fort. Parce que bon, on a tous pas très envie de mourir. Hein. Et quand tu laisses une bouteille de vin derrière toi, tu laisses quelque chose qui te traversera. Et je trouve ça très fort. Ouais. Et ça, tout jeune, hein, tu vois, j'avais 16-17 ans. Et déjà, je me suis dit, tu vois tes grands-parents, tes parents, enfin, t'as déjà une notion du temps, quoi. Et clairement, je pensais à ça. Et tu vois tes bouteilles, des gens qui t'envoient à l'autre bout du monde une bouteille en te disant bravo, merci, et c'est fort. Humainement, c'est des valeurs. Alors que ton smartphone, je suis pas sûr qu'on envoie beaucoup de photos. Enfin, si, il y a des gens qui le font, mais non, t'as juste envie qu'ils soient recyclés, quoi. Enfin, on peut pas dire que ça dégage des valeurs très fortes. Ouais, et puis finalement, tu partages un peu... Tu partages des moments de vie significatifs de tous tes clients. C'est tellement fort. Enfin, on va pas refaire toutes les valeurs qui nous font faire notre métier. Le métier, mais bien sûr. Ce serait un autre sujet. C'était LinkedIn, le fil conducteur. Oui, c'était LinkedIn, mais tu vois, je savais que dans tous les cas, il y allait y avoir du hors-piste, et il y en a toujours, et c'est très très intéressant justement ces digressions. J'aimerais encore te garder pendant 1 heure, malheureusement l'heure tourne, donc j'ai encore 2-3 questions à te poser. Dans 5 ou 10 ans, Armand, si tu étais... on va faire un exercice de projection. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise au sujet de ton domaine et de tout ce que tu es en train de construire? Tu peux être mégalo, hein.
Ouais, je suis un éternel insatisfait. J'avais bien compris. Donc, mais soyons satisfaits. 5-10 ans, c'est très vite. Hein. C'est rien d'un point de vue entrepreneurial. Bah, tu vois, encore, je vais refaire la même méthode en regardant un peu derrière. Eh bien, tu vois, quand j'ai repris la ferme, donc il y a 5 ans, les clients, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des grands crus bourguignons. Il va dans un secteur qui perd de l'argent sur chaque animal et qui est clairement pas du tout créateur de valeur. Et bon, moi, il n'y avait pas de sujet, puisqu'agronomiquement, la ferme, enfin, c'est pas le sujet, la ferme, c'est le modèle, en polyculture élevage, c'est le modèle le plus solide agronomiquement, le plus circulaire. Mais les gens m'ont dit, j'ai même des clients qui m'ont dit, Armand, on veut bien payer un petit peu plus cher tes vins, puisqu'effectivement, j'ai toujours été un peu dans le haut du panier par rapport aux appellations semblables, mais payer de l'argent pour subventionner de l'élevage, de la ferme, on comprend pas. J'étais là, ah ouais, vous en êtes là. C'était au début. Ouais. Et puis j'ai fait le travail. J'ai renvoyé aussi ceux qui comprenaient vraiment pas. Je leur ai dit, bah écoutez, vous avez peut-être, prenez les vins des autres, hein, si vraiment vous en êtes là. Sachant que, et puis il y a d'autres personnes, hein, tu vois, Cheval Blanc. Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, je pense que tout le monde aimerait bien avoir une bouteille de Cheval Blanc dans sa cave. Le travail qu'ils font à Cheval Blanc, il est colossal. Il est incroyable. Et du coup, je leur dis, bon, bah écoutez les gars, vous voyez ce qui se fait dans ces gros domaines. Moi, je le fais aussi à mon échelle. Donc, au bout d'un moment, enfin, vous avez envie de... Et clairement, je disais, ouais, payer de la valeur durable. J'ai fait des articles. Et tu ne valorises que ce que tu comprends, Armand. Et c'est ça le vrai problème. Là, j'ai pris ça, j'ai compris que les gens, ils comprenaient rien. Ouais. D'où la nécessité de communiquer. 5 ans, complètement. Tout s'est fait... il faut rabâcher. Hein. Mais tu vois, ça me paraissait tellement évident que je me suis dit, les clients vont suivre. Mais non. 5 ans après, il y a pas mal de clients maintenant qui me disent, on arrive à transmettre à nos clients ce discours de ferme, fourchette, vigne, diversification. 5 ans. 5 ans. Donc dans 5 ans, ce travail-là supplémentaire, tu vois, mes importateurs, ils viendront peut-être systématiquement avec leurs clients à mi-mande, faire une expérience. Et peut-être que la demande, en fait, clairement, c'est que j'ai envie que la demande, que les gens prennent vraiment conscience que ça et que la demande explose. Que les gens se battent pour avoir ma bouteille. Mon mécanisme, mon modèle économique, il est très simple. Créer de la demande, susciter de l'envie, de l'acte d'achat. Tu vois, enfin, que les clients chez un caviste, ils se disent « Ah, attends, Armand, il fait du bien à la planète !» Eh tu m'achètes ma bouteille, et moi, si tu m'achètes une bouteille, c'est peut-être une vache que je vais pouvoir nourrir un peu mieux, ou réduire des achats alimentaires, ou mettre plus de graines sur une parcelle, ou tu vois, enfin, juste améliorer, rémunérer peut-être un peu plus les heures que fait mon associé. Enfin, tu vois, c'est une création de valeur durable, humainement, économiquement et environnementalement. Mais non, aujourd'hui, ce qui marche, c'est clairement aucun de ces axes-là. On fait un greenwashing qui est infâme. Et d'ailleurs, les boîtes qui sont le pire sont peut-être celles qui médiatisent aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on en parle très peu. Absolument. Pour autant, dans 5 ans, il est fort probable que tout ce que tu viens de dire, tout n'arrive pas comme tu le veux, arrive d'une autre manière, et peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont émerger dans 5 ans. Tu vois ? On ne sait pas. Moi, je suis plutôt d'un naturel très optimiste. Qui est-ce qui tient les bourses ? Qui est-ce qui tient la finance ? C'est eux qui c'est pas des bienfaiteurs. Non, mais ils pensent à eux. Enfin, on serait à leur place, on ferait. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que tout le monde voulait faire de l'argent. Mais je l'ai entendu à la radio. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. On fait de l'argent, mais on a oublié de comment on faisait pour faire à manger. Sauf que l'argent, au bout d'un moment, on pourra plus le bouffer. Mais c'est humain, je suis catholique, la Bible en parle déjà. Hein. Alors c'est un des plus vieux bouquins qu'on connaisse, mais il y a déjà ces mécanismes-là. Donc, l'humanité, on ne va pas la révolutionner. J'espère juste qu'on prendra conscience de tout ça avant qu'il y ait un incendie qui dévaste des milliers d'hectares. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. On va mettre du temps déjà sans remettre de celui-là. Armand, dernière question. Si jamais tu avais une personne à me recommander d'inviter sur le podcast Comme Écrume pour parler donc de vin, de spiritueux et si possible de communication et de marketing, à qui penserais-tu ? J'aurais bien aimé recommander un collègue, mais honnêtement,
j'ai pas trouvé celui qui soit vraiment punchy. J'ai plein de copains vignerons, des jeunes qui s'installent et tout, mais il leur manque un petit peu de... La fibre market com. Non, pas la fibre, mais faut aller au combat aussi. Ouais. Hein. On est dans une filière où faut bousculer un peu, tu peux pas plaire à tout le monde et d'ailleurs des fois moi je trouve que je me suis un peu assagi ces derniers temps. Là il y a 15 jours je suis allé voir mon ami Rudy Ricciotti, l'architecte du Mucem, qui est un bastonneur. Lui, il a ça dans le sang, c'est son truc. Je pense qu'il serait malheureux de ne pas se bastonner en permanence. Alors moi j'aime bien la baston, mais il faut trouver le bon équilibre, hein, parce que quand tu te bagarres déjà un peu avec ton tracteur, tes équipes, l'administratif. J'ai pas mal délégué ce côté-là de la baston et je dois reconnaître que j'ai des équipes qui me soulagent énormément sur l'administratif parce que c'est vrai que ça c'est un combat. Quand j'ai repris le domaine, c'est le premier truc où je me suis dit là je peux pas me battre, c'est plus fort que moi, puis tu te bats en fait contre rien, enfin ils sont pas là pour se battre en face, ils savent même pas qu'ils se battent avec toi d'ailleurs, et voilà, non, il faut affirmer les valeurs, enfin tu vois, aujourd'hui dire, et ça clairement là je vais pas me faire des amis, je m'en suis déjà pas fait quand je l'ai affirmé la première fois, mais que le chardonnay devenait un non-sens en Bourgogne, ben là je décompose plein de gens quoi. Tu m'as décomposé là. J'ai bien vu à ta tête, je me suis dit, oups. Ouais, le chardonnay, aujourd'hui, c'est un cépage qu'on a besoin de traiter, c'est un cépage qu'on récolte près de 85 jours après son débourrement, alors que c'est plutôt une centaine pour avoir un cycle parfait. Donc, qu'est-ce que le chardonnay, déjà, il vient du sud de la France. Hein. Oui. C'est toi qui me l'as remonté. Oui, voilà. c'est vrai. Donc, là, on a une J'en envolée. ai d'ailleurs dans mon sac, tu vois. Donc, moi, la nature, elle évolue sans cesse. Ouais. On a voulu figer des choses et ça a été un de mes premiers articles. C'était pas sur LinkedIn, là, c'était en article de blog. C'était avant qu'on fasse du LinkedIn. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du blog, mais sur le blog, vous avez été là aussi précurseur. Vous remontez extrêmement bien dans les résultats de recherche. Ça, c'est de la stratégie digitale. Ouais. Alors ça, merci mon beau-frère, qui travaille dans un secteur que je trouve catastrophique, qui est la logistique pour Amazon, machin et tout. Ça peut pas être parfait. Non, mais par contre, c'est un bon client et on partage de très bons moments. Donc, voilà. Et il m'a expliqué qu'il y avait des règles à respecter sur le secteur digital et que le référencement via un blog, c'était un peu la base. Mais c'était déjà des articles. Moi, j'essayais de faire du référencement comme fallait faire pour Google, mais ça sortait déjà naturel. Et donc, il y a gelé en 2021. Et j'ai écrit, c'est un article qui m'a pris 30 secondes à écrire, arrêtons de nous battre contre la nature, arrêtons, tu vois, parce qu'on mettait les bougies, les hélicoptères, les chaufferettes, les machins, je fais, c'est quoi ce combat? Il suffit de changer de cépage. Et là, je me suis fait démonter, pourrir, d'où changer de cépage, c'est quand même bien mieux de mettre un hélicoptère dans les vignes que de changer de cépage, Armand. Hein, notre profession, elle a besoin d'avancer aussi. Aujourd'hui, on a depuis des années, on a des cépages qui n'ont pas besoin d'être traités. Tu peux m'expliquer pourquoi le client, il n'achète pas ces bouteilles-là, alors que tu lui dis, tu préfères une bouteille, même en bio, avec du cuivre et du soufre, ou des saloperies, ou une bouteille où il n'y a rien. Naturellement, il va te dire, la bouteille où il n'y a rien, comme ça, quand tu le prends. Bien sûr. Mais dans la réalité, chez le caviste, il va acheter son chardonnay pourri de Mâcon, parce qu'il connaît Mâcon, et que voilà. C'est absurde. Je trouve ça aberrant parce que j'ai des cépages hybrides à vendre, je te souhaite bien du courage. Ou tu vois, j'ai planté un Sauvignon blanc aussi et je pensais, les journalistes ont bien relayé cette actualité-là, franchement, c'était joli, merci à eux. Journalistes de presse souvent tradis en plus, tu vois, on s'est rabiboché. Et je me suis dit, il va y avoir de la demande. Pas de demande. Que dalle. Bref, tu vois, faut quand même quelqu'un faut faire avancer les lignes. On peut pas dire que il faut pas faire bouger les lignes aujourd'hui dans notre secteur. Le vin nature est un très bon exemple de faire bouger les lignes, tu vois. Et donc, je suis pas sûr d'avoir ce collègue sous la main. Qui veut faire bouger les lignes. Et c'est pas grave, tu sais quoi, tu me l'enverras sur WhatsApp si Alors, jamais... du coup, tu m'as laissé la porte ouverte. Oui. Sur SPI ou autre. Absolument. Et marketing. Absolument. Celui qui, je trouve, tabasse le plus et il le vit aussi, il le dit pas ça pour... Bon, après, il est très malin. Johan Collot. Alias Dose de France. Absolument. Ok, je pense que ça serait super. Il est très jeune, il a même pas 30 ans. Il a une compréhension des phénomènes de société, des concepts d'achat, de tout. Et il a des valeurs. Tu vois, il est venu au domaine, il n'y a eu aucun accord commercial, il n'y a rien. Il est juste venu parce qu'il trouve ce que je fais plutôt cool.
Donc c'est quand même joli. Un influenceur à plus de 150 000 qui fait un déplacement chez un vigneron. Je sens que c'était sincère. Ah bah, il y a eu aucun sujet là-dessus. Et donc je le remercie encore. Et là, justement, il fait un podcast aussi. Oui, j'ai vu qu'il... Et alors, mais moi, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, je pense que j'aurais pu les épaules. Et c'est peut-être un peu violent parce que faut que enfin, tu vois, quand tu vends des grands crus, tu vois mal Bernard Arnault balancer des gros tacles. Et lui, dans son podcast, il y va. Je sais plus ce qu'il disait. Oui, voilà, il disait. Bon alors, on veut nous faire croire, parce qu'il parlait de son secteur d'influenceurs, on veut nous faire croire que c'est la mode. Voilà, là, on est à 150 000, c'est top. Il y a plein de gens qui nous disent que c'est trop cool. Mais les mêmes gars qui nous disent que c'est trop cool, ils achètent quoi au supermarché ? De la grosse merde qu'on défonce sans cesse dans nos contenus. Vous pouvez m'expliquer l'hypocrisie ? Et il dit, mais vous êtes tous des hypocrites, arrêtez de nous suivre, ça vaudra peut-être mieux. Parce que moi, je veux qu'il y ait des gens qui aillent chez les producteurs, c'est pour ça que je fais... Et il avait vraiment, en plus, il parle très bien, il s'exprime très bien, et puis il a son entreprise, tu vois, enfin, Surtout, il a créé son entreprise il n'y a pas longtemps. Là, j'ai suivi toutes les galères, tout. Il était très transparent sur le fait que c'est vraiment pas une balade de santé, que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de sincérité. Exactement. Là encore, sincérité. C'est énormément Absolument. de la sincérité. Je te le recommande vivement. Je pense qu'on a de quoi faire un super épisode. En tout cas, Armand, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Écoute, voilà, j'espère qu'on fera bouger un petit peu les lignes et qu'on améliorera le travail que les vignerons peuvent te donner sur LinkedIn. Voilà. Ouais, il y a de l'intérêt. Et puis qu'on a fait changer un petit peu les lignes pour que les Français mangent mieux. Mieux.